Léo Chevalier s'arrêta à l'épicerie de quartier après son entraînement de basket pour prendre un Orangina. Il ignorait que sa soirée ordinaire était sur le point d'exploser en une spirale de violence. 2 policiers blancs se garèrent. Leurs soupçons déjà chargés et prêts à tirer. Pour eux, Léo était une menace à la pommade. Une cible à dominer, pas un adolescent de 16 ans qui essayait de rentrer chez lui. Leurs voix montèrent, leur patience s'envola, et bientôt le trottoir fut taché de peur et d'humiliation. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était qui il venait de toucher. Sa mère, Hélène Chevalier, officier supérieur à la DGSI. Et quand elle arriva, chaque insigne de police en vue se figea. L'air humide de la banlieue parisienne collait comme une couverture mouillée lorsque Léo Chevalier poussa la porte vitrée de l'épicerie. L'encarillon sonna doucement et le souffle frais de la climatisation lui frappa le visage. Son maillot de basket adhérait à son dos. Encore humide de l'entraînement, les néons du plafond grésillaient, jetant une lueur crue sur les allées vides. « Bonsoir, Monsieur Hassan », lança Léo en saluant l'homme plus âgé derrière le comptoir. Monsieur Hassan leva les yeux de son journal et lui offrit un sourire fatigué. « L'entraînement s'est bien passé, mon garçon ?» demanda-t-il en pliant son journal. « Très bien, le coach dit que je pourrais être titulaire au prochain match. » Léo se dirigea vers les réfrigérateurs à boissons, ses baskets crissant sur le linoléum. Il sortit son téléphone et tapa un rapide message à sa mère. « Astérisque, je rentre dans 10 minutes. Tu veux quelque chose ? Astérisque. » La porte vitrée du frigo s'embua lorsqu'il l'ouvrit pour attraper une canette d'Orangina. Son téléphone vibra. Hélène avait répondu. « Astérisque, juste toi, sain et sauf. Astérisque. » Léo sourit et prit un paquet de chips. Il était à mi-chemin du comptoir quand des lumières bleues et rouges clignotèrent soudainement à travers les vitrines, peignant les murs de couleurs alternées. 2 voitures de police arrivèrent sur le parking, leurs pneus crissant sur le gravier. Léo sentit son estomac se nouer. Une réaction instinctive contre laquelle sa mère l'avait mis en garde. Astérisque, reste calme, sois poli, souviens-toi de tes droits. Astérisque. L'encarillon de la porte retentit à nouveau lorsque le brigadier Mercier entra d'un pas arrogant, suivi du gardien Petit. La main de Mercier reposait sur son étui à pistolet, son visage tordu par ce qui semblait être de l'anticipation plutôt que de l'inquiétude. « On a eu un signalement pour un vol à quelques rues d'ici, » annonça Mercier, ses yeux se fixant sur Léo. Le suspect est un jeune homme noir, d'environ 1,80 m. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ?» Le cœur de Léo battait la chamade. Mais il garda une voix stable. « Je viens juste acheter une boisson. Monsieur, je sors de l'entraînement de basket. »« Bien sûr, mon grand, » dit Mercier en tournant autour de lui comme un requin. « Vide tes poches. »« Je n'ai rien fait de mal, » dit doucement Léo, tenant toujours son Orangina et ses chips. « Je suis un habitué ici. Demandez à Monsieur Hassan. » Derrière le comptoir, Monsieur Hassan s'agita en s'éclaircissant la gorge. « Messieurs les agents, ce gamin n'a rien fait. Il vient tout le temps ici après son entraînement. » Mercier l'ignora. « J'ai dit, vide tes poches, maintenant. » Le gardien Petit se déplaça pour bloquer la porte. Son visage un masque d'autorité forcée cachant une nervosité évidente. Les mains tremblantes, Léo posa ses articles sur une étagère et vida ses poches. Téléphone, portefeuille, clé, vous voyez, rien, monsieur. Oh, tu te crois malin ? Mercier attrapa le bras de Léo. Dehors, tout de suite. Attendez, s'il vous plaît, commença Léo, mais Mercier le traînait déjà vers la porte. Monsieur Hassan, appelez ma mère, s'il vous plaît. L'air nocturne le frappa comme un mur alors qu'on le poussait dehors. Mercier le plaqua contre le capot de la voiture de patrouille. Son visage pressé contre le métal encore chaud. Écarte les jambes. Je ne résiste pas, dit Léo, sa voix se brisant. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Une petite foule commençait à se rassembler. Aïcha, une jeune infirmière encore en tenue de travail, sortit son téléphone et commença à filmer. Ses mains tremblaient de colère tandis qu'elle capturait chaque instant. Arrête de bouger, cria Mercier, bien que Léo soit parfaitement immobile. Mais je ne bouge pas. Les mots de Léo furent coupés par un coup de poing soudain dans les reins. Ses genoux fléchirent. Il résiste, cria Petit, bien que sa voix vacille d'incertitude. Ce qui suivit fut un tourbillon de douleur et de peur. Léo sentit la morsure du taser, l'électricité parcourant son corps. Il hurla alors qu'on le jetait au sol, son visage raclant le béton rugueux. Le sang coulait de son nez, se mêlant à ses larmes. « Maman » gémit-il, « que quelqu'un appelle ma maman. » Le genou de Mercier appuya sur son dos tandis que les menottes mordaient ses poignets. « Tais-toi, Petit, tu pleures pour ta maman maintenant ?» La voix d'Aïcha s'éleva de la foule. « C'est une honte, ce n'est qu'un gamin. » « Reculez, avertit Petit, c'est une affaire de police. » Monsieur Hassan se tenait sur le seuil de son magasin, le visage pâle.
Il voulait parler, faire plus, mais des décennies de prudence l'en empêchaient. On le traîna jusqu'à ses pieds, du sang coulant de sa lèvre fendue. Alors qu'on le poussait à l'arrière de la voiture, il aperçut Aïcha, toujours en train de filmer. Son visage un mélange de fureur et de détermination. Le moteur de la voiture de police rugit. Alors que la voiture s'éloignait, Léo entendit à peine les mots du vieil homme. Ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Dans son appartement parisien, le stylo d'Hélène Chevalier crissait sur des documents. Le seul son, outre le bourdonnement de son ordinateur portable, était celui des dossiers d'une enquête d'infiltration sur la corruption dans des services de police locaux. Son téléphone vibra pour la 5e fois en 20 minutes. Elle l'avait ignoré, déterminée à finir son rapport. Mais cette fois, la vibration constante la fit jeter un œil. 12 appels manqués, 23 messages, un lien vidéo partagé, intitulé « Violence policière à Villeneuve-la-Garenne ». Dominait ses notifications. Quelque chose de froid s'installa dans son estomac. Villeneuve-la-Garenne, là où était Léo. Ses doigts tremblèrent légèrement en cliquant sur le lien. La vidéo se chargea. Là, sur son écran, se trouvait Léo, son bébé, plaqué contre une voiture de police. Non, murmura-t-elle, regardant avec horreur les policiers le jeter au sol. Chaque cri de Léo était comme un coup physique. Chaque rire des policiers faisait bouillir son sang. Quand ils le tasèrent, la main d'Hélène vola à sa bouche, étouffant un cri de rage. Hélène bougeait avant même la fin de la vidéo. Elle prit son arme de service dans le coffre-fort. Carte de service, clé, téléphone. Son esprit parcourait les protocoles. Même si la fureur maternelle menaçait de la submerger. Elle dévala les escaliers et jaillit dans le parking. Son SUV noir de service rugit et elle quitta le garage. Gyrophares allumés. 1 heure pour atteindre Villeneuve. Trop long. Le commissariat de police de Villeneuve-la-Garenne apparut juste avant minuit. Hélène se gara juste devant l'entrée. À l'intérieur, l'agent d'accueil leva à peine les yeux. « Je peux vous aider ? Je suis ici pour Léo Chevalier. Mon fils est en garde à vue. » L'agent soupira. Ennuyé. « Les visites sont terminées. Revenez demain. » « Je ne suis pas ici pour une visite. » La carte de service de la DGSI claqua sur le bureau. « Je suis ici pour ramener mon fils à la maison. Maintenant. » L'insigne doré et officiel attrapa la lumière. Les yeux de l'agent s'écarquillèrent. Le commissariat entier sembla retenir son souffle. « Je vais chercher le commissaire. » balbutia l'agent. Le commissaire Bertrand Dubois apparut. Tout en charme du Sud et uniforme pressé. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Madame Chevalier, quelle surprise. Je ne savais pas que la DGSI s'intéressait aux affaires locales. » « Où est mon fils ? » ?»« Madame, votre garçon a été impliqué dans une enquête pour vol. Il correspondait parfaitement à la description. Quand nos agents ont tenté de l'interroger, il est devenu agressif. »« J'ai vu la vidéo, » dit Hélène en se rapprochant. « Je veux les enregistrements des caméras piétons. Maintenant. » Le sourire de Dubois se crispa. Malheureusement, il semble y avoir un problème technique avec ces fichiers. Une panne de matériel. Vous comprenez ? Les 2 caméras, simultanément ? Le rire d'Hélène était aussi tranchant que du verre brisé. Quelle coïncidence, commissaire. Mon fils, maintenant. Quelque chose dans sa voix, ou peut-être la fureur à peine contenue dans ses yeux, fit reculer Dubois. Il fit un signe de tête à un adjoint qui se dépêcha de chercher les clés. On la conduisit aux cellules de garde à vue. Léo était assis, recroquevillé sur un banc en métal. Du sang séché couvrait son nez et sa lèvre. Le maillot qu'elle lui avait acheté était ruiné. La porte de la cellule s'ouvrit. Hélène s'agenouilla devant son fils, touchant doucement son visage meurtri. « Tu es en sécurité maintenant. Mon bébé, » murmura-t-elle en le serrant contre elle. Ils n'ont aucune idée de la personne à qui ils viennent de s'en prendre. L'aube se leva sur Villeneuve-la-Garenne. Dans la voiture, le silence était lourd. Le rapport médical des urgences se trouvait dans le porte-document d'Hélène. Contusion. Commotion légère. Côte fêlée. Chaque blessure était cataloguée et documentée. Son téléphone sonna. C'était son superviseur à la DGSI. « Chevalier, j'ai été informé de la situation. Monsieur, je prépare un rapport complet sur de multiples violations des droits civiques et falsification de preuves. » « Laissez tomber, Hélène, » dit son chef d'un ton ferme. « Ce n'est pas une affaire pour nous. C'est du ressort de la police locale. » « Avec tout mon respect, monsieur, ils ont agressé mon fils de 16 ans. Ils ont effacé les enregistrements des caméras piétons. C'est une dissimulation. Je comprends que vous soyez bouleversé en tant que mère. Mais ne rendez pas cela personnel. Réglez ça par les voies appropriées. » Les voies appropriées ? Le rire d'Hélène était amer. Comme l'IGPN. Où le beau-frère du commissaire Dubois travaille ? C'est un ordre, chevalier. Restez en dehors de ça. L'appel se termina. « Maman, » dit Léo d'une petite voix. « Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Je ne veux pas que tu perdes ton travail. »
Hélène se gara dans leur allée et se tourna vers son fils. Raconte-moi tout, dit-elle doucement. Les yeux de Léo se remplirent de larmes. Ils ne m'ont même pas demandé mes papiers. Le plus grand, Mercier, a ri et a dit que j'avais sûrement volé ma carte d'identité. Le plus jeune, Petit, s'est approché et m'a murmuré. Ta mère t'a appris à courir. Hein? Puis ils ont ri tous les deux. Hélène ferma les yeux, combattant sa rage. Est-ce qu'ils t'ont lutté droit? Non, ils n'arrêtaient pas de me frapper. Même après m'avoir menotté. Ils ont dit qu'ils mettraient quelque chose dans mes poches si je n'avouais pas. On frappa à la vitre de la voiture. Madame Martin, leur voisine âgée, se tenait là, une tablette à la main. J'ai vu ce qu'ils ont fait à votre garçon, dit-elle. Aïcha, la jeune femme qui a filmé. C'est ma petite fille. Elle m'a envoyé la vidéo originale avant de la publier. J'ai fait des copies. Hélène prit la tablette. L'enregistrement était plus clair que la version virale. On pouvait entendre distinctement les insultes racistes des policiers. On les voyait se taper dans la main après avoir jeté Léo dans la voiture. C'est partout, continua Madame Martin, sur Twitter, Facebook, aux informations. Les gens utilisent le hashtag justice pour le accent aigu au. Comme pour confirmer ses dires. Une camionnette de chaîne d'infos tourna dans leur rue. Suivie par une autre, puis une autre. À l'intérieur, Hélène aida Léo à s'installer sur le canapé pendant que les journalistes se rassemblaient dehors. Elle connecta la tablette de Madame Martin à son ordinateur portable. Jouant la vidéo encore et encore. Elle remarqua des détails qu'elle avait manqués. Les numéros de matricule, les reflets des caméras qui étaient censés ne pas fonctionner. S'ils veulent jouer salement, murmura-t-elle en sortant ses dossiers. Je vais leur montrer ce qu'est une véritable enquête. Ses doigts volèrent sur le clavier, accédant à des bases de données qu'elle avait constituées pendant des années. Des schémas émergèrent, des incidents similaires enterrés dans des rapports, des preuves qui disparaissaient systématiquement. Un système conçu pour protéger les siens. Le soleil de l'après-midi illuminait le bureau d'Hélène lorsqu'un nom familier à la télévision attira son attention. Aux informations, le commissaire Dubois se tenait à un podium. L'air grave. Les images de vidéosurveillance montrent clairement le suspect tentant de quitter les lieux avec de la marchandise volée. Annonça Dubois. Lorsqu'il a été confronté, l'individu est devenu violent et a frappé le brigadier Mercier. L'écran montrait des images granuleuses et saccadées de Léo à l'épicerie. Ils avaient tout coupé, ne gardant que des fragments soigneusement sélectionnés pour faire passer son fils pour un coupable. Maman, appela Léo du salon. Ils mentent. Je n'ai jamais. Je sais, mon bébé. Hélène attrapa ses clés et sa carte de service. Reste ici, verrouille les portes. Le trajet jusqu'au commissariat prit 7 minutes. Le parking était bondé de camionnettes de chaînes d'infos et de manifestants. Justice pour Léo. Stop aux violences policières. À l'intérieur, le gardien Petit était à l'accueil. Son sourire s'élargissant en la voyant. Je peux vous aider, madame? Je dois voir le commissaire Dubois. Maintenant. Le commissaire est en réunion. Hélène claqua ses identifiants des GSI sur le bureau. Dites-lui que l'agent Chevalier est ici pour falsification de preuves dans une enquête fédérale. Le sourire de Petit vacilla. Il passa un appel, puis lui fit signe de passer. Le bureau de Dubois sentait le cuir et les vieux cigares. C'était une belle performance à la télé, dit Hélène en fermant la porte. Je veux l'intégralité des enregistrements. Caméra de surveillance, caméra piéton, tout. Dubois se tourna, son faux sourire en place. J'ai bien peur que ce soit impossible. Comme je l'ai expliqué, des difficultés techniques. Les difficultés techniques ne modifient pas sélectivement des images pour faire passer un gamin innocent pour un coupable. Le sourire de Dubois se crispa. Déposer une demande officielle par les voies appropriées. Hélène sortit son téléphone et tapa rapidement. En quelques secondes, son visage s'assombrit. Le dossier est déjà classé sans suite, dit-elle. Comment est-ce possible si vite? Commissaire, qui avez-vous qui travaille pour vous en interne? Un éclair de satisfaction traversa le visage de Dubois. Je crois que nous avons terminé. Agent Chevalier. Hélène quitta le commissariat, l'esprit en ébullition, la rapidité de la dissimulation, le classement du dossier, la réponse coordonnée. Ce n'était pas juste de la corruption locale. Quelqu'un avec une autorité nationale les aidait. Elle se rendit au centre communautaire où M. Traoré menait la lutte pour la justice sociale depuis avant sa naissance. Je vous attendais, dit-il. J'ai vu ce qu'ils ont fait à votre garçon. J'ai vu leurs mensonges à la télé aussi. Monsieur Traoré, je dois comprendre à quoi je fais face. Le vieil homme soupira, sortant un épais dossier. 1987. James Wilson, 17 ans. Résistance à l'arrestation. Battu si violemment qu'il a perdu un œil. 1995. Marcus Taylor, 16 ans. Correspondait à une description. Retrouvé avec de la drogue placée sur lui. 2003. David Reynolds, 15 ans. Agression sur un agent. A fini en fauteuil roulant. Il étala les articles, les photos,
les certificats de décès. À chaque fois, les enregistrements ont disparu. À chaque fois, les dossiers ont été classés. Vous ne combattez pas de flics. Agent Chevalier, vous combattez tout le système qui les protège. En rentrant chez elle, la maison était sombre, à l'exception de la lumière de la chambre de Léo. Le bruit de verre brisé fit voler le silence en éclats. Hélène dégaina son arme, se déplaçant vers le bruit. Dans le salon, une pierre gisait parmi des éclats de verre. Une note était enroulée autour. Astérisque quitte la ville ou perd ta plaque. Astérisque. À l'étage, elle entendit Léo bouger. Maman, c'était quoi ce bruit? Hélène regarda la note, puis son pistolet, son poids familier et résolu dans sa main. Elle pensa à tous ses autres fils. James, Marcus, David. Pas cette fois, murmura-t-elle, sa prise se resserrant sur son arme. 2 jours plus tard, dans une salle d'attente d'hôpital, le téléphone d'Hélène vibra. Un appel du siège de la DGSI. Agent Chevalier, ici les services administratifs. Avec effet immédiat, votre habilitation de sécurité a été temporairement suspendue. Pour quel motif? Ingérence dans des opérations de police locale et utilisation potentiellement abusive des ressources de l'État. La ligne se coupa. Son téléphone vibra à nouveau. Julien Moreau, son collègue depuis 5 ans, en qui elle avait confiance. Sa voix était trop désinvolte. Hélène, j'ai entendu pour ta suspension. Écoute, tu dois laisser tomber cette histoire de Villeneuve. M'aider? La voix d'Hélène resta neutre. Comme tu as aidé à classer ces dossiers? Un silence. Elle l'entendit déglutir. Pense à Léo, il a besoin de sa mère avec un emploi. Pas. N'ose pas utiliser mon fils pour me menacer, dit Hélène d'une voix glaciale. Elle raccrocha. Ses soupçons confirmés. Julien la menaçait. Le médecin appela le nom de Léo. Les ecchymoses s'estompaient, mais autre chose avait été brisée. Son sentiment de sécurité. Un message de Monsieur Traoré arriva. Astérisque rendez-vous chez Médias Indépendants. 14 heures. J'amène quelqu'un que vous devez rencontrer. Astérisque. 2 heures plus tard, Hélène entra dans un entrepôt reconverti. Le logo indiquait « Médias Indépendants, réseau d'information ». À l'intérieur, Camille Renaud, une journaliste d'une 30aine d'années aux yeux perçants, l'attendait. Monsieur Traoré fit les présentations. Agent Chevalier, dit Camille en affichant des fichiers sur plusieurs écrans. Ce qui est arrivé à votre fils n'est pas un hasard. Je suis la police de Villeneuve depuis des années. Regardez ce schéma. Des graphiques remplirent les écrans. Taux d'arrestation, dossier de plainte, perte de preuves mystérieuses, 10 ans de brutalité systématique. Toujours contre de jeunes hommes noirs. Comment s'en sort-il? Demanda Hélène. L'argent, dit Camille en affichant des dossiers financiers. Des fonds de saisie civile. Des budgets gonflés. Des dons mystérieux. Quelqu'un paye pour étouffer tout ça. Et quelqu'un à la DGSI aide, ajouta Hélène, pensant à l'appel de Julien. Exactement, acquiesça Camille. Mais ils ont fait une erreur avec Léo. Ils ne savaient pas qui était sa mère. Maintenant, nous avons une chance de tout exposer. Ce soir-là, chez elle, Hélène étala les dossiers sur sa table. Léo était chez sa tante. Plus en sécurité. Un nom attrapa son œil. Puis un autre. 3 décès, tous étiquetés overdose. De jeunes hommes noirs, tous contrôlés par la police de Villeneuve dans les semaines précédant leur mort. Tous les cas impliquaient les agents Mercier et Petit. Des enregistrements de caméras piétons corrompus. Des caméras de cellules qui fonctionnaient mal. L'estomac d'Hélène se retourna. Ce n'était pas seulement de la brutalité. C'était un meurtre. Le tonnerre gronda dehors. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Son reflet la fixait. Plus seulement un agent de la DGSI, mais une mère se battant pour chaque enfant que ces hommes avaient blessé. Vous avez choisi la mauvaise famille, murmura-t-elle. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Camille. J'ai trouvé quelque chose. 3 morts. Les mêmes agents. Nous devons commencer à relier les points. Venez à mon bureau demain matin, répondit Camille. Apportez tout ce que vous avez. Et Hélène, faites attention. Les gens qui exposent ce genre de secrets ont tendance à avoir des accidents. L'aube se leva sur Villeneuve alors que le SUV d'Hélène se garait sur le parking presque vide du café de la place. À l'intérieur, Camille Renaud occupait déjà une banquette d'angle. Mon contact dit qu'il y a un système de sauvegarde qui télécharge automatiquement les flux de sécurité sur le serveur central de la ville. La police a saisi le matériel de Monsieur Hassan. Mais ils ont raté quelque chose. Il y a une copie dans le casier à preuve B7. La sonnette de la porte du café tinta. Les 2 femmes se crispèrent. Mais ce n'était qu'un couple de personnes âgées. Elles se rendirent d'abord à l'épicerie. Le visage buriné de Monsieur Hassan était tendu par l'anxiété. Monsieur Hassan, dit doucement Hélène, nous devons parler de ce qui est arrivé à mon fils. Les mains du vieil homme tremblaient. J'ai déjà tout dit à la police. Non, corrigea Camille en installant sa petite caméra. Vous leur avez dit ce qu'ils voulaient entendre. Maintenant, nous avons besoin de la vérité. Les épaules de Monsieur Hassan s'affaissèrent.
Votre garçon n'a rien fait de mal. Je le connais depuis qu'il est petit. Ces policiers, ils sont entrés en cherchant les ennuis. Je les ai entendus rire en le voyant. Ils l'ont insulté. Ils ont dit que si je ne me taisais pas, ils trouveraient des raisons de me faire fermer boutique. La caméra de Camille enregistra tout. Dehors, un jeune policier les attendait. Agent Chevalier, le commissaire Dubois demande votre présence au commissariat. Hélène échangea un regard avec Camille. Une diversion ou un piège? Dites au commissaire que je serai là dans 1 heure. C'est parfait, dit Camille. Ils seront concentrés sur vous pendant que je vérifie le casier. Ce soir-là, Hélène était assise dans le bureau de Dubois. L'écoutant parler de procédure, son téléphone vibra silencieusement. Un message de Camille. Astérisque en position. Astérisque. Un autre bourdonnement. Astérisque j'ai trouvé le B7. J'entre. Astérisque. Un troisième. Astérisque fumée. L'alarme incendie se déclenche. Astérisque. Hélène se leva alors que des cris résonnaient. Elle courut à travers le chaos, suivant la fumée jusqu'à la zone de stockage des preuves. Camille se tenait dehors, le visage couvert de suie, regardant les pompiers combattre les flammes. Le chef des pompiers sortit en secouant la tête. Incendie électrique. Tout ce qui était à l'intérieur est perdu. Hélène savait que c'était un mensonge. Il détruisait les preuves. Elle regarda les flammes consumer la vérité sur le passage à tabac de son fils. Sur ces jeunes hommes morts. Sur des années de corruption. Ils font le ménage, dit Camille, la voix glaciale. Alors, nous arrêtons d'être polis, répondit Hélène. Autour d'elle, les pompiers criaient des ordres. Mais Hélène planifiait déjà leur prochain coup. Le lendemain matin, le téléphone d'Hélène vibra. C'était Adrien Simon, le génie informatique qu'elle connaissait. J'ai peut-être une bonne nouvelle, dit Adrien. Le réseau municipal de Villeneuve utilise la même infrastructure que notre système de sauvegarde fantôme. Avant que quelqu'un ne mette le feu à cette salle d'épreuve. Chaque fichier a été automatiquement dupliqué sur un serveur sécurisé. Peux-tu le retrouver? J'y suis déjà, mais Hélène, si quelqu'un retrace ça, nous risquons tous les deux des poursuites fédérales. Tu es sûr? Ils ont battu mon fils. Adrien, ils couvrent des meurtres, je suis sûr. Donne-moi 1 heure. 45 minutes plus tard, un lien apparut sur son application de messagerie sécurisée. Astérisque trouvé, très fragmenté mais récupérable. Astérisque. Elle envoya un texto à Camille. Elles se retrouvèrent dans un café à 2 villes de là. Les doigts de Camille volèrent sur son clavier. C'est énorme. Plusieurs fichiers vidéo, des journaux d'horodatage, des transcriptions radio. Le premier fichier vidéo se chargea. L'enregistrement de l'épicerie. Assez clair. Léo entrant, saluant poliment. Puis Mercier et Petit. Monte le son, dit Hélène, la gorge serrée. Les voix des policiers étaient claires. Regarde ce qu'on a là. Encore un de ceux-là qui se croit tout permis. Les insultes racistes firent serrer les poings d'Hélène. Les images montraient tout. L'agression non provoquée, le calme de Léo, les coups, les rires des policiers. Ça y est, souffla Camille. Ça prouve qu'il. La vidéo se figea. L'audio se dégrada en un bruit statique. Le fichier est corrompu à mi-chemin, dit Camille, mais ce que nous avons est accablant. Le début seul prouve qu'ils ont menti. Alors qu'elle retournait à la voiture de Camille, Hélène remarqua 2 berlines banalisées qui passaient lentement. Monte, ordonna-t-elle. Hélène prit le volant. Les voitures banalisées les suivirent à distance. Elle était sûre d'être suivie. Ils surveillent ton appartement, dit Hélène tranquillement. Tu dois quitter la ville. Non, dit Camille. Je me batte pour tous les gamins qui n'ont pas eu une Hélène Chevalier pour les protéger. Je reste. Alors, on fait ça intelligemment, dit Hélène. Mets la vidéo en ligne. Mais via des proxys. Le fichier vidéo fut intitulé simplement « La vérité sur la police de Villeneuve ». Prête? Demanda Camille. Hélène pensa aux échymoses de Léo. À la peur de Monsieur Hassan. Aux 3 jeunes hommes morts. Fais-le. La barre de téléchargement se remplit. D'abord rien, puis 10 partages, puis 100. Les commentaires affluèrent. Les chaînes d'infos locales reprirent l'information. Puis les nationales. Le téléphone d'Hélène explosa. Le hashtag justice pour Léo était de nouveau en tendance. Cette fois avec des preuves tangibles. La vidéo partielle jouait en boucle sur les réseaux sociaux. Regarde ça, dit Camille. 1 million de vues en moins d'1 heure. Ils ne peuvent plus l'enterrer maintenant. Hélène regarda la voiture de police banalisée qui tournait toujours, ignorant qu'il venait de lancer un missile numérique. La vérité était dehors maintenant. Elle savait qu'il y aurait des conséquences. Mais en regardant le compteur de vues grimper, Hélène sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis le début. L'espoir. Moins de 3 heures plus tard, la préfecture de police de Villeneuve publia sa propre vidéo. Hélène la regarda sur son téléphone. La mâchoire serrée. Elle montrait un scénario complètement différent. Léo semblant agressif. Bousculant le brigadier Mercier. La qualité était impeccable. Presque trop parfaite. C'est ridicule, dit Camille.
Regarde les incohérences de lumière. Les ombres ne correspondent même pas. C'est clairement une manipulation. Le téléphone d'Hélène sonna. Son directeur adjoint. Chevalier. Mon bureau. Maintenant. Quand elle entra dans son bureau, son expression lui dit que rien n'y ferait. Asseyez-vous. Elle resta debout. Vous êtes suspendu. Avec effet immédiat. Votre plaque et votre arme sur mon bureau. Pour quel motif? Ingérence dans une enquête locale. Accès non autorisé à des bases de données de l'État. Fuite de documents confidentiels. Dois-je continuer? Ces agents ont agressé mon fils. C'est précisément pourquoi vous auriez dû vous récuser. Vous êtes émotive et vous n'êtes plus objective. Rentrez chez vous. Laissez les voies appropriées gérer ça. Le trajet du retour fut long. Une voiture de police apparut dans son rétroviseur. La collant de près, faisant des appels de phare. Hélène maintint sa vitesse. Le message était clair. Astérisque, on te surveille astérisque. Julien Moreau l'attendait sur son Porsche. J'ai entendu pour la suspension. Hélène étudia le visage de son ancien partenaire. La légère tension autour de ses yeux. Sa manie de toucher son col quand il mentait. Tu veux entrer? Proposa-t-elle. À l'intérieur, Julien arpentait son salon. J'ai perdu l'enregistrement original dans l'incendie. Mentit-elle doucement. Je n'ai plus rien. Julien, ils ont gagné. Elle le regarda se détendre légèrement. Quand il partit, elle attendit 3 minutes avant de sortir par la porte de derrière. Le traceur était plus petit qu'une pièce de monnaie, facilement fixé à sa roue arrière. Le signal de Julien s'arrêta dans une cabane isolée près d'un lac. Le refuge de week-end du commissaire Dubois. Hélène se faufila plus près, son téléphone en mode enregistrement. À travers la fenêtre, elle vit Julien et Dubois. Julien lui tendit un épais dossier. Dubois lui donna une enveloppe. Hélène zooma, capturant chaque détail, le sourire satisfait du commissaire. Julien comptant ce qui était clairement de l'argent liquide. Leur poignée de main, comme s'il avait l'habitude. Je t'ai eu, murmura-t-elle. Sa suspension lui parut soudain moins une punition qu'une opportunité. Il pensait l'avoir neutralisée, mais il venait de la libérer pour qu'elle puisse opérer en dehors des contraintes du système. Hélène réveilla Léo avant l'aube. Mon chéri, nous devons faire nos valises. Juste l'essentiel. Tu vas rester chez ma cousine Patricia à Lyon pendant un moment. Maman, je ne veux pas te laisser seule ici. Ce n'est pas moi qu'ils essaient de briser. Alors qu'Hélène sortait sur le Porsche, elle s'arrêta net. Les 4 pneus de son SUV étaient crevés. Sur la peinture sombre, quelqu'un avait tagué en lettres rouges. On t'avait prévenu. Son téléphone vibra. Le numéro de Monsieur Traoré. Hélène, ils ont attaqué le centre communautaire la nuit dernière. Des tags partout, des insultes racistes, des menaces, des fenêtres brisées. J'organise une réunion, décida Hélène. Ce soir, au centre, nous devons leur montrer l'enregistrement. La totalité. Tu es sûr que c'est prudent? La prudence ne fonctionne pas. Monsieur, ils doivent voir la vérité. En fin de journée, les bancs du centre étaient pleins. Non seulement de membres de la communauté noire, mais aussi d'alliés blancs. Monsieur Hassan de l'épicerie était assis au premier rang. Hélène se tenait à la tribune. Ce que vous allez voir est difficile. Mais c'est la vérité. Et la vérité est la seule arme qu'il nous reste. L'enregistrement fut diffusé. La vidéo de sécurité claire et non montée. Chaque seconde brutale. Chaque insulte raciste. Chaque moment de cruauté. Le son de son fils criant son nom résonna contre les murs. Quand les lumières se rallumèrent, le silence était assourdissant. Puis, Madame Martin se leva, des larmes coulant sur son visage. Mon petit-fils à l'âge de Léo. Ça aurait pu être lui. Ça pourrait être n'importe lequel de nos enfants. La foule explosa, les voix s'élevant de colère, de douleur, de détermination. Plus tard cette nuit-là, Hélène était assise dans sa voiture devant l'épicerie, fixant l'endroit où ils avaient blessé son fils. Une voiture de police passa lentement, balayant sa voiture de son projecteur. Hélène ne s'y pas. Laissez-les regarder, laissez-les s'inquiéter. Il pensait lui envoyer des messages. Mais elle en avait un pour eux aussi. Cette fois, la mère de la victime pouvait se défendre. Et elle ne faisait que commencer. 3 jours après la réunion, Villeneuve-la-Garenne explosa. Des manifestants remplirent la rue principale. Justice pour Léo. Hélène observait depuis les marches du palais de justice. Suivant les mouvements de la police. Ils avaient sorti l'équipement anti-émeute. Ils se préparaient à quelque chose. Son téléphone vibra. Le nom d'Adrien. Hélène. On a un problème. La sauvegarde sur le cloud. Elle a disparu. Quelqu'un a traversé mes protocoles de sécurité. Ils ont corrompu tout le serveur. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, elle entendit des cris. La police avait bloqué le parcours de la marche autorisée. Les policiers avançaient. Matraque levée. La première cartouche de gaz lacrymogène fusa dans les airs. Des cris éclatèrent. Son téléphone vibra à nouveau. Camille, ils perquisitionnent mon appartement, dit-elle, la voix haletante et paniquée. 6 agents avec un mandat pour preuve volée. Ils détruisent tout. Mes caméras,
Mes ordinateurs. La ligne se coupa. C'était coordonné. 1 heure plus tard, un autre appel. Monsieur Traoré avait été arrêté pour incitation à l'émeute. Elle se précipita au commissariat. Mais on l'empêcha de le voir. Le soir, elle trouva Léo chez sa cousine. Le visage couvert de larmes. Ils disent que Monsieur Traoré a attaqué un policier. Ils traitent les manifestants de voyous. Maman, peut-être qu'on devrait arrêter. Peut-être que rien ne changera jamais. Hélène s'assit à côté de lui. Mon chéri, écoute-moi, le changement n'est jamais facile. Les gens au pouvoir sont à l'aise. Quand nous nous levons, ils ripostent durement. Ils veulent que nous nous sentions désespérés. Ils ne gagnent que si nous les laissons faire. Plus tard cette nuit-là, Hélène était assise dans sa voiture, la tête posée sur le volant. Elle chercha de l'aspirine dans la boîte à gants. Sa main heurta quelque chose de petit et dur. Elle sortit une clé USB qu'elle ne reconnaissait pas. Une note y était collée. De l'écriture précise d'Adrien. Astérisque sauvegarde d'urgence. Enregistrement original. Gardé hors ligne. Reste en sécurité. Astérisque. Hélène fixa le petit appareil. Osant à peine respirer. C'était l'enregistrement complet. Non monté. Chaque seconde. Chaque mot. Il pensait avoir effacé la vérité. Mais elle était là, dans sa paume, assez puissante pour faire s'effondrer tout leur château de mensonges. Il était 2 heures du matin. Mais elle savait que Camille serait réveillée. La journaliste répondit à la première sonnerie. Ils n'ont pas tout eu, dit immédiatement Camille. On fait un direct ce soir. Coupa Hélène. Un silence. Le sous-sol du centre communautaire. Dit Camille. Monsieur Traoré m'a donné une clé. Dans 1 heure. Les rues de Villeneuve étaient désertes. Le centre communautaire se dressait. Sombre, à l'exception d'une faible lueur provenant du sous-sol. Camille l'attendit à la porte latérale. Ils n'ont pas trouvé mon ordinateur portable de secours ni le point d'accès mobile. Murmura-t-elle. Le sous-sol avait été transformé en un centre de commandement improvisé. Des tables pliantes, des ordinateurs, des pancartes de protestation. Combien de spectateurs as-tu habituellement ? Demanda Hélène en branchant la clé USB. Pour une nouvelle de dernière minute. Quelques milliers, mais la vidéo partielle a atteint un demi-million de vues avant qu'il ne la supprime. Les gens attendent toute l'histoire. Le voyant rouge d'enregistrement s'alluma. Les commentaires commencèrent à affluer. Le nombre d'abonnés de Camille grimpa en flèche. 1000, 5000, 10 000 en quelques minutes. Je m'appelle Hélène Chevalier. Commença-t-elle, la voix stable. Il y a 3 semaines. Mon fils de 16 ans s'est arrêté pour acheter un soda. La police de Villeneuve-la-Garenne a passé des semaines à mentir sur cet enregistrement. Ce soir, vous allez voir la vérité non montée. Elle lança la vidéo. Les caméras de sécurité de l'épicerie montraient plusieurs angles. Une preuve horodatée et limpide. Darius confronté, battu, tasé, chaque insulte raciste audible. Maintenant, regardez ce qu'ils ont diffusé aux médias. Continua Hélène, jouant la vidéo truquée côte à côte. Remarquez les sections manquantes, l'audio modifié. Le nombre de spectateurs explosa. 50 000, 100 000. Le commissaire Dubois a déclaré que les caméras piétons fonctionnaient mal. C'était un mensonge. Elles ont été désactivées manuellement avant l'agression. Au-dessus, une porte claqua. Des pas lourds tonnèrent sur le sol du centre. Hélène ne s'interrompit pas. Ce n'est pas un incident isolé. Sous la direction du commissaire Dubois, la police de Villeneuve a systématiquement. Police, arrêtez la diffusion. Des agents dévalèrent les escaliers. Camille leva les mains, mais garda la caméra en marche. Hélène ne bougea pas de son siège. Systématiquement cibler les jeunes hommes noirs. Continua-t-elle, regardant droit dans l'objectif alors que les policiers l'entouraient. Ils ont falsifié des preuves, couvert la brutalité et intimidé des témoins. Et maintenant, ils sont ici pour nous faire taire. Mais il est trop tard. Coupez le flux. Un agent se jeta sur l'ordinateur portable. Camille le bloqua. La voix d'Hélène resta calme. À tous ceux qui regardent. Téléchargez cet enregistrement. Partagez-le. La vérité ne peut être enterrée si suffisamment de gens la portent. Des mains rudes agrippèrent ses bras. Elle pouvait voir le nombre de spectateurs qui continuaient de grimper au-delà du demi-million. Le brigadier Mercier apparut, le visage tordu de rage. Vous avez le droit de garder le silence, gronda-t-il en lui tordant les bras derrière le dos. J'ai gardé le silence assez longtemps, répondit Hélène en se relevant avec dignité alors que les menottes se refermaient. Elle se tourna une dernière fois vers la caméra, les yeux flamboyants. Vous ne pouvez plus enterrer la vérité. La dernière image diffusée à des centaines de milliers de témoins montrait Hélène emmenée. La tête haute, invaincue, tandis que Camille criait l'adresse du centre communautaire aux équipes de presse qui arrivaient. Les néons du commissariat grésillaient. Hélène était assise sur une chaise en métal, les poignets liés. Le commissaire Charles Dubois entra d'un pas arrogant. Sacré spectacle que vous avez monté, dit-il d'un ton traînant. Sapez l'autorité de la police. Inciter à l'agitation. Pas très professionnel pour un agent de l'État. Hélène le fixa sans rien dire.
Oh, maintenant vous êtes silencieuse, continua Dubois. Où est passée toute cette colère vertueuse de votre petite émission? Elle entendait l'agitation à l'extérieur. Une foule grandissante. Votre carrière est finie, murmura-t-il d'une voix venimeuse. Et votre garçon, il va apprendre ce qui arrive quand on cherche des noix aux mauvaises personnes. Avant qu'il ne puisse continuer, les portes du commissariat s'ouvrirent en grand. Des bottes lourdes tonnèrent sur le sol. Hélène reconnut la cadence. Des agents de l'IGPN. Inspection générale de la police nationale. Tout le monde reste où il est. Le visage suffisant de Dubois se fissura. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. Son ancien directeur se tenait là, flanqué de 2 inspecteurs principaux. Commissaire Dubois, sa voix était tranchante comme l'acier. Éloignez-vous de l'agent Chevalier. Attendez une minute, protesta Dubois. Cette femme a enfreint plusieurs lois. Ce que je vois, l'interrompit son directeur. C'est un agent de l'État détenu illégalement qui a exposé une corruption systémique. Enlevez-lui ses menottes. Alors qu'on déverrouillait ses entraves. Hélène ne quitta pas Dubois des yeux. Son visage était passé du rouge au pâle. L'enregistrement a plus de 2 millions de vues. Continua son directeur. Le bureau du procureur m'a appelé personnellement. Ce commissariat est maintenant sous enquête de l'IGPN. À travers les fenêtres, Hélène entendait la foule scander. Astérisque justice pour Léo. Justice pour Léo. Astérisque. Dubois tenta une dernière fois. Vous ne pouvez pas débarquer ici et... Nous le pouvons. Et nous le faisons. Vos dossiers sont saisis au moment où nous parlons. Chaque affaire des 10 dernières années sera réexaminée. Commissaire Dubois, dit un inspecteur de l'IGPN. Veuillez rendre votre plaque et votre arme. Vous êtes placé en congé administratif dans l'attente d'une enquête pour violation des droits civiques. Falsification de preuves et association de malfaiteurs. Les mains de Dubois tremblaient. La plaque qu'il avait brandie comme un bouclier pendant des décennies tomba sur la table. En la conduisant à travers le commissariat, Hélène vit des policiers interrogés. Des ordinateurs saisis. Julien Moreau était assis dans une autre pièce. La tête entre les mains. Les portes d'entrée s'ouvrirent sur une mer de visages. Noirs, blancs, jeunes, vieux, des familles, des étudiants. Camille se tenait au bas des marches. Sa caméra tournant. Monsieur Traoré avait été libéré. Son esprit intact, menant la foule dans un champ. Hélène s'arrêta en haut des marches. Ce n'était plus seulement à propos de Léo. C'était à propos de chaque fils. De chaque victime du pouvoir incontrôlé. De chaque silence enfin brisé. Ça ne fait que commencer, murmura-t-elle. Hélène suivit son directeur à travers le chaos. Commencez par toutes les arrestations impliquant Mercier ou Petit, dit-elle, surtout les cas avec des enregistrements de caméras piétons manquants ou corrompus. Dans la salle des archives, des boîtes de dossiers couvraient chaque surface. Des noms familiers sur les dossiers. Julien Moreau était emmené menotté. Hélène, plaida-t-il alors qu'on le faisait passer. Je peux expliquer. Garde ça pour ta déposition. Le coupa-t-elle froidement. Soudain, une agitation. À travers la fenêtre, elle vit le commissaire Dubois courir à travers le parking. Une lourde mallette à la main. Il essaie de s'enfuir, aboya son directeur dans sa radio. Hélène bougeait déjà. Elle connaissait la disposition du bâtiment. Elle coupa à travers la salle d'épreuve et sortit par une porte latérale. Dubois la percuta presque. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous allez quelque part? Demanda Hélène tranquillement. Le visage de Dubois se tordit de rage. Vous ne comprenez pas. Cette ville avait besoin de moi. Je maintenais l'ordre. Ces gens vous faisaient confiance pour les protéger. Le coupa Hélène. Au lieu de ça, vous avez construit un système de peur et de corruption. Des agents les encerclèrent. Dubois leva lentement les mains. La mallette tombant et s'ouvrant. Des liasses de billets de banque se répandirent sur le trottoir. Des années de pots de vin et de corruption exposées à la lumière du matin. On le ramena à son bureau une dernière fois. Vous pensiez vraiment être intouchable? Dit Hélène. La réalité s'abattit enfin sur lui. Son monde s'effondrait. Bienvenue dans la réalité, continua Hélène, où les actions ont des conséquences. Dans le bureau, les agents mettaient en boîte des décennies de corruption. La mallette de Dubois était ouverte sur son bureau. En plus de l'argent, elle contenait des listes de paiement, des dates de falsification de preuves, des noms de policiers de confiance. Il tenait des registres, remarqua son directeur, des registres détaillés. Les hommes comme Dubois le font toujours, répondit Hélène. Ils se convainquent qu'ils gèrent une opération légitime. À travers la fenêtre, elle regarda d'autres policiers être emmenés menottés. Pas seulement ceux qui avaient attaqué Léo, mais tous ceux qui avaient permis au système d'exister. 3 mois plus tard, Hélène Chevalier se tenait à un podium sous le soleil d'automne. Derrière elle, le centre communautaire fraîchement repeint brillait. L'ancien bâtiment municipal avait été transformé. Des centaines de visages la regardaient. Madame Martin au premier rang. À côté d'elle, Monsieur Hassan, Camille sur le côté, prenant toujours des notes. Quand mon fils a été agressé cette nuit-là, commença Hélène.
Il pensait avoir affaire à une autre famille effrayée. Il ne s'attendait pas à ce que nous nous battions. Il ne s'attendait pas à vous. Ce centre, continua Hélène, représente chaque voix qu'ils ont essayé de faire taire. Chaque vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Léo était assis sur scène derrière sa mère. Grand et droit dans sa veste de basket. Les ecchymoses avaient disparu depuis longtemps. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Le Centre Jeunesse Léo Chevalier sera plus qu'un bâtiment. Ce sera une promesse que ce qui s'est passé ici ne sera pas oublié. L'enquête de l'IGPN a révélé une corruption remontant à 20 ans. 53 condamnations injustifiées annulées. 32 policiers mis en examen. 6 élus municipaux révoqués. Mais les chiffres ne racontent pas la véritable histoire, dit-elle en regardant les visages devant elle. La véritable histoire est dans cette foule. Dans la façon dont vous avez refusé de détourner le regard. Dans la façon dont vous vous êtes unis. Darius se leva pour rejoindre sa mère. La foule applaudit alors qu'il prenait les ciseaux pour couper le ruban. Mon fils a été leur erreur, dit Hélène, la voix chargée d'émotion. Mais vous tous, vous avez été leur erreur de calcul. Ils pensaient que la peur nous garderait silencieux. Au lieu de cela, elle nous a rendus bruyants. Ils pensaient que la violence nous soumettrait. Au lieu de cela, elle nous a fait nous lever. Les ciseaux se fermèrent. Le ruban tomba. La foule éclata en acclamations. De jeunes enfants se précipitèrent pour être les premiers à entrer. Hélène regarda Léo, entouré de sympathisants. Il souriait, n'étant plus le garçon effrayé de cette nuit terrible. Camille s'approcha. Un commentaire sur votre nouveau poste à la mission de lutte contre les discriminations de la DGSI ? Hélène sourit. Juste que Villeneuve ne sera pas la dernière ville que nous enquêterons. Ce qui s'est passé ici se passe partout. Mais maintenant, nous savons comment nous battre. Maintenant, nous savons comment gagner. La brise d'automne portait les sons de la fête. De l'autre côté de la rue, Monsieur Hassan se tenait sur le seuil de son épicerie. Il croisa le regard d'Hélène et hocha lentement la tête. Un geste de respect. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de nuances de violet et d'or. À l'intérieur du centre, les rires des enfants résonnaient. Le son de la liberté, de la sécurité reconquise.